Dans la scoliose idiopathique, il n'y a pas de cause, mais actuellement, les gens font des recherches, ils ont essayé de trouver que les causes de l'idiopathie, il y a des facteurs génétiques, héréditaires, biologiques. Et puis cette pathologie qui est la scoliose, son problème c'est qu'elle évolue avec la croissance. Après la fin de croissance, il y a d'autres problèmes. Alors bien sûr, quand on a une scoliose, il faut toujours dénuder le malade et voir s'il n'y a pas des taches café au lait qui sont signes de pathognomonique de la neurofibromatose de Recklinghausen, qui est une scoliose neurologique et qui est très grave, avec un pronostic très mauvais. Bien sûr, il faut voir ces taches, ces neurofibromes, c'est-à-dire ces petites tumeurs. Data. Il faut rechercher aussi s'il n'existe pas des fistules au niveau de la région lombosacrée, ou bien des poils ici qui expliquent que cet enfant avait des spina bifida et des malformations, et dont le traitement sera complètement différent de la scoliose idiopathique. Il faut rechercher aussi s'il n'y a pas de syndrome de Marfan. Il faut rechercher aussi le morphotype, l'élasticité, l'OPH et les problèmes cardiovasculaires qui rentrent dans le cadre d'une scoliose malformative, et le traitement est très difficile. Bien sûr, il faut faire un bilan étiologique, car devant tout enfant qui a une attitude scoliotique et déformante, et dont le traitement ne donne rien du tout, recherchez toujours s'il n'y a pas une tumeur, un ostéomostéoïde, ou bien une infection chronique. Une tuberculose, un mal de Pote peut entraîner une scoliose déformatrice. Une tumeur telle que l'ostéomostéoïde qui est difficile à faire le diagnostic se fait par sa déformation qui est scoliotique, peut entraîner une attitude scoliotique. Il y a les malformations et les dystrophies. Donc, c'est un examen minutieux. Bien sûr, cet examen neurologique doit être complet pour essayer de voir dans la thérapeutique si on aura des problèmes ou non, parce qu'opérer une scoliose, ce n'est pas facile, il y a des complications. Et c'est pour ça que pour cette raison qu'actuellement, quand on opère une scoliose, on a toujours les PES, c'est-à-dire on a un petit appareil électrique qui nous permet de dire, quand on fait des systèmes d'élongation, de distraction avec des matériels, pour voir si on n'a pas trop tiré sur les racines ou la moelle. Auparavant, on réveillait les malades en péropératoire pour voir quand on met un matériel, quand on étire sur une scoliose, pour voir s'il n'y a pas de troubles neurologiques. Et c'est ça la gravité et les effets néfastes de la chirurgie de la scoliose. Bien sûr, on ne peut pas parler de scoliose si on ne connaît pas la maturité de l'enfant. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la scoliose, ça se joue entre 10 et 15 ans. Il faut avoir cette maturité, il faut avoir tous les facteurs de maturité de cet enfant pour voir si la scoliose va exploser ou non. Quand je dis exploser, c'est-à-dire elle va évoluer vers le mauvais sens ou le bon sens. Et puis, il faut connaître les différents facteurs, les stades de Tanner, c'est-à-dire les différents paramètres pubertaires qui nous permettent de dire cet enfant-là est en train de grandir, attention, c'est là où la langue d'inflexion de la scoliose va grandir. Et puis, le test de Risser qui nous permet de dire, quand elle est à 1, 2, ça veut dire que l'enfant continue à grandir, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et quand il arrivera à 4, 5, ça veut dire que la maturité osseuse est terminée. Est-ce qu'il faut traiter chirurgicalement ou orthopédiquement? Et ça, c'est tout dossier de scoliose doit avoir les facteurs de Tanner et de Risser. Je crois que les médecins physiques qui sont présents ici le confirment, parce que c'est à partir de ces facteurs-là qu'on dit est-ce qu'il faut traiter orthopédiquement, est-ce qu'il faut traiter chirurgicalement, est-ce qu'il faut rien faire, est-ce qu'il faut faire une kinésithérapie. C'est très important dans la prise en charge d'une scoliose. Alors, une fois qu'on a fait la synthèse du bilan clinique, c'est à partir de là que commenceront les problèmes thérapeutiques. On a fait le diagnostic positif de cette scoliose, on a essayé d'évaluer ses étiologies, on a essayé de voir un petit peu est-ce que le pronostic évolutif est bon ou non en fonction des critères de maturité osseuse et de puberté, et comment c'est à partir de là que commencera la thérapeutique. On sait que par exemple dans 70% des cas ce sont des scolioses idiopathiques, et non avec cause telle que neurologique ou bien sur la Recklinghausen. Et à partir de là, commencera la thérapeutique. Mais avant de commencer la thérapeutique, il y a un examen clinique, c'est la radio standard normale. Il faut faire une radio normale standard qui ne coûte pas cher, debout, en charge, cervico-dorso-lombo-sacré, droite. Pourquoi faire un bilan radiologique? C'est rechercher les étiologies. Assez souvent dans la radio, on va trouver des anomalies de vertèbres, ce qu'on appelle les hémivertèbres soudées ou isolées, et on peut trouver ces anomalies qui expliquent la déformation rachidienne. Et puis, il faut objectiver, est-ce qu'il y a une courbure ou plusieurs courbures? Dans la scoliose, vous allez voir, il existe plusieurs scolioses et plusieurs courbures. Il y a la courbure seule, majeure ou mineure, et puis il y a les doubles courbures, ce qui aggrave la déformation et la prise en charge de ces traitements. Voilà le bilan radiologique. Comment on interprète cette radio? C'est très simple.
Si on a une radio, on voit les pédicules. Et là, il y a les apophyses épineuses. Dans la scoliose, si vous voyez bien, il y a des pédicules qui sont là, et puis hop, il y a des pédicules, et puis il y a des pédicules qui commencent à s'excentrer. C'est-à-dire, c'est la vertèbre qui se dérote. Donc, il y a un sommet qui se fait. Et si on trace une ligne droite qui part de là à là, vous allez trouver qu'il y a un espace qui va de cet espace jusqu'au sommet de la vertèbre, qui fait l'angulation. Donc, pour calculer l'angle de Cobb qui nous permet d'évaluer et dire c'est une scoliose importante ou non, et à partir de ces angulations on pose des indications, on dit l'angle de Cobb, c'est la vertèbre limite supérieure, qui est la plus oblique à l'horizontale, supérieure et inférieure, on trace une perpendiculaire et on a l'angle de Cobb. L'angle de Cobb, c'est l'angle qui nous permet de dire est-ce que c'est une scoliose grave, évolutive ou non évolutive, ou bien est-ce que c'est une scoliose qui va s'aggraver? Et puis le premier bilan radiologique est capital, c'est-à-dire il faut toujours garder la première radio et la première angulation. Et c'est à partir de cette angulation qu'on va se permettre de dire est-ce que cette scoliose va évoluer dans le mauvais sens, c'est-à-dire si elle est au départ 10 degrés, elle va évoluer à 90 degrés, il faut faire quelque chose pour arrêter 90 degrés. Ou bien c'est une scoliose qui au départ elle est à 10-15 degrés, elle s'arrêtera à 10-15 degrés, il ne faut rien faire. Donc l'angle de Cobb est un angle qui nous permet de dire est-ce que cette scoliose va évoluer ou non. Il y a deux facteurs qui vont entrer avec cet angle de Cobb pour compenser. C'est la maturité et les paramètres de Tanner. Et en fonction de cet angle-là et de ces facteurs-là, on dit on traite ou on ne traite pas. Je vais vous expliquer encore beaucoup mieux. Je regarde dans le schéma, voilà. Voilà ici, avec la souris toujours, voilà la vertèbre qui est normale, voilà une vertèbre normale, limite supérieure, limite inférieure, voilà la vertèbre qui s'est dérotée. L'angle de Cobb, c'est ça, c'est cette perpendiculaire qu'on fait, on a cet angle-là. Et là, vous allez avoir une scoliose torso-lombaire qui est à 80 degrés. À l'âge d'adolescence, ça pose problème. 80 degrés, c'est pas bon. Il y a des indices de Stagnara, M. Stagnara qui est un orthopédiste qui a fait beaucoup ça à Berck-Plage, qui dit quand ça dépasse 45 degrés, 50 degrés, bon, les gens s'entendent sur les angulations. Et le premier cliché est à 80, et si d'ici 6 mois, ou bien une année, le deuxième cliché est à 120, ça pose problème d'indication. C'est une incurvation très importante, la déformation va se faire de plus en plus, et la gibbosité sera de plus. Est-ce qu'il faut intervenir ou non? Comment intervenir? Est-ce qu'il faut intervenir par un plâtre, par un corset, par une rééducation, par une chirurgie? Et les véritables problèmes se posent ici, c'est là où se posent les véritables problèmes d'indication. C'est pour ça que je vous ai dit c'est un traitement très lent. Et vous allez voir, voilà une autre angulation de Cobb. Et là, vous allez avoir un Cobb d'une double scoliose, c'est une scoliose thoracique et une scoliose lombaire. Donc ici, le problème est double. Scoliose lombaire et scoliose thoracique. Est-ce qu'il faut traiter celle-là ou celle-là? Et vous allez voir que dans les différents traitements, quand on rétablit la scoliose dorsale, la scoliose compensatrice lombaire se rétablit d'elle seule. Et c'est pour cette raison que les clichés sont très importants. Alors, quels sont les autres examens radiologiques qu'on demande? On demande généralement, quand on prend en charge une scoliose, ce qu'on appelle les Bendix tests. Les Bendix tests, c'est quoi? C'est des clichés qu'on fait en décubitus dorsal et en position couchée, en essayant de réduire du côté atteint et du côté non atteint, c'est-à-dire faire des clichés, ce qu'on appelle dynamiques, en inflexion et en déflexion, en décubitus dorsal, pour voir si ce rachis-là, cette courbure-là, se met tout droit, ou bien se corrige ou non. Et de telle façon aussi à poser des indications. Quels sont les autres examens complémentaires qu'on demande? On demande un scanner à la recherche de malformations osseuses, surtout à la recherche des hémivertèbres. Et assez souvent, quand on a des scolioses neurologiques, on demande des IRM pour voir s'il n'y a pas des anomalies de la moelle. Data? Différentes classifications de courbures. Il y a la courbure lombaire, que vous voyez ici, ce qu'on appelle la scoliose lombaire, et qui casse le flanc, c'est-à-dire la région costo-iliaque. Vous avez la scoliose la plus fréquente, la thoracolombaire, avec la gibbosité que vous voyez ici et la déflexion de l'autre côté. Vous avez la double majeure, c'est-à-dire vous avez une scoliose dorsale et une scoliose lombaire. Et puis vous avez la thoracique importante avec tous les mi-thorax en gibbosité. Radiologiquement, la thoracique, vous la voyez ici. La lombaire, la thoracolombaire et lombaire, la voilà.
Et ici, la thoracolombaire que vous voyez ici, c'est comme un zigzag, un Z. Et ici, la thoracique gauche et lombaire droite sévère, avec des angulations qu'on fait là, là, là et là. Et ça, c'est des traitements assez astreignants. Data. Différentes scolioses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a la scoliose infantile chez les enfants de moins de 3 ans, qui est une scoliose qui va poser problème. Parce que dans les scolioses infantiles, quand on fait un bon suivi, il y a des scolioses après simplement corsées ou bien EDF, se corrigent avant la fin de puberté. Il y a d'autres qui évoluent très mal. Et puis, c'est dans les scolioses juvéniles, avant la puberté, que commencent les problèmes. Alors, on a classé en juvénile 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que entre 6 et 7 ans, c'est la juvénile 1, elle est grave. Entre 8 et 11 ans, c'est la juvénile 2. Et la juvénile 3, c'est la début prépubertaire. Et celle-là, elle risque d'évoluer très péjorativement. Par contre, la scoliose de l'enfant, jusqu'à maturation, parce qu'on aura un risque R4-5, c'est-à-dire complètement soudé, on peut avoir de bonnes scolioses qu'on laissera, qu'on ne touchera pas, sauf actuellement à la nouvelle conception des gens qui les traitent pour éviter les déficits des scolioses de l'adulte, parce qu'elle risque d'évoluer vers la scoliose de l'adulte qui entraînera d'autres problèmes. Voilà la scoliose infantile avec son angulation. Cette angulation que vous voyez ici, elle peut être corrigée par un simple corset quand elle est bien prise en charge. La scoliose juvénile qu'il faut surveiller surtout entre 10 et 15 ans, et la scoliose de l'adolescent qui peut rester comme elle est quand il n'y a pas de grandes angulations, c'est-à-dire inférieures à 30 à 20 degrés. On peut les laisser comme ça et les suivre toute une vie avant de les arthrodéser.